Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Du moins, ce qui est en train de devenir la save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Restel 9 Requiem, donc une petite vidéo comme ça, ce sera pas en stream ou voilà, pas de rediffusion de stream comme le premier épisode qu'on a fait sur Restel 9 Requiem. Déjà on va revenir rapidement sur les petites infos qu'il y a eu, on fera le générique et après, comme le titre de la vidéo le dit, j'essaierai de répondre à des questions que j'ai vu que des gens se posaient, comme ça pour éclaircir avec mes connaissances tout ce que je peux éclaircir en questions que j'ai vu passer. Il y en a peut-être que j'ai oublié, dans ce cas là bah, mettez-les en commentaire et s'il y en a beaucoup, soit je ferai un épisode 2, ou soit j'y répondrai directement en commentaire. Tout ci, tout ça. Du coup, pour commencer, concernant les infos, on va jouer avec la caméra un petit moment. Hop, on va la faire passer en circulaire et on va aller ici. Donc comme vous voyez, nous avons du coup le site web de Restel Requiem que je vous mettrai en description si vous êtes intéressé d'aller faire un petit tour dessus. Bon voilà, on va le voir rapidement. Donc et voilà, il y a des petites images qui défilent. Il a été rajouté aux listes de souhaits sur le jeu sur PS5, Xbox Series XS et sur Steam. Vous avez tous les réseaux sociaux de Capcom. Et donc là, le premier trailer d'annonce. Là, à propos du jeu, Requiem pour les morts, l'enfer pour les vivants. Donc ça, voilà, ça, je vous l'avais lu dans la première vidéo. C'était Requiem est le 9ème jeu de la série principale Resident Evil. Préparez-vous à échapper à la mort dans une intense expérience qui vous glacera le sang. Une nouvelle ère de survival horror commence en 2026. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l'équipe de développement donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais. Ensuite, ça a été rajouté du coup, ils ont rajouté le synopsis du jeu. Tout a commencé lorsqu'on a découvert dans un hôtel abandonné le corps d'une personne, apparemment victime d'une maladie non identifiée. Grace Ashcroft, une analyste du FBI, a été chargée de l'enquête. Mais il se trouve que cet hôtel est celui où sa mère est morte il y a 8 ans. Grace se prépare ainsi à affronter son passé et à se rendre sur les lieux. Cette affaire permettra de lever le voile sur toute la vérité au sujet du désastre biologique de Raccoon City qui a ébranlé le monde entier. Est-ce donc le Requiem qui permettra aux mémoires de cette effroyable catastrophe de retrouver enfin la sérénité? Voilà, donc il y aura vraiment un délire de Raccoon City aura une place importante au sein de l'histoire et que voilà, c'est une espèce de chapitre final à l'arc Raccoon City en quelque sorte. De ce que je comprends personnellement. Bon, alors par contre, ils ont pas tout traduit. Là, par exemple, normalement, ça c'est marqué personnage. Là-haut, c'était marqué à propos, normalement. Mais voilà, vu qu'ils ont fait un petit truc avec des lettres qui clignotent, je pense qu'ils ont pas fait en français. Du coup, là, on a un second design de Grace Ashcroft. Moi, je pensais qu'elle allait partir vraiment en tenue de bureau et tout. Et même pas, elle part enquêter en tenue lambda du Hero Engine, j'ai envie de dire. Donc là, bah, je rejoins beaucoup Sisu, non, comment il s'appelle? Il se reconnaîtra, mais dans la vidéo sur Restel 9 Requiem, la première que j'ai faite, il a dit que le character design des personnages depuis le Hero Engine c'était un peu fade et tous ressemblaient. Je lui disais bah non, regarde le design qu'elle a et tout, c'est plutôt stylé avec voilà, le style business et tout. Et là on repart sur un. Là par contre, là je suis d'accord avec lui, on repart sur un truc lambda du Hero Engine, donc une veste en cuir avec une petite veste à capuche dessous, un t-shirt qui sera sûrement un débardeur, mais je crois que c'est un t-shirt manche courte, un jean et des petites bottines. Voilà. Si vous regardez les personnages depuis le Hero Engine féminin, ils sont quasiment tous ce design là. Des petites bottines et un jean couleur foncée, vous pouvez regarder déjà Claire et Jill des remakes ont cette tenue là. Zoe Baker a un t-shirt blanc et un jean noir, et je crois même qu'elle a des bottines également, ou non, elle a des ballerines. Et bah, le niveau de la veste avec voilà, le capuche et tout qui en ressort, ça fait très clair dans Hero de Remake. Ouais. J'en ai beaucoup aussi dire que niveau du visage, des cheveux et tout, ça serait un mix entre Jill, Claire et Rosemary Winters. C'est vrai que ouais. Il y a une petite coupe à la Jill, il y a un petit trait du visage qui ressemble un peu à Claire, et puis le reste qui fait un peu Rosemary. Mais bref, voilà, donc Grace Ashcroft, une analyse du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée. Et là on a des petites photos. Voilà par exemple ces designs là avec les lunettes, vraiment tenue de bureau, moi c'est vraiment un design que pour moi elle aurait pu avoir pour aller enquêter sur le terrain. Quand on regarde par exemple X-Files, ils ont la tenue autant dans ils ont cette tenue là autant dans les bureaux que quand ils vont enquêter globalement. Donc surtout pour une enquête officielle du FBI, si c'est une enquête officielle du FBI, elle a autant y aller en tenue du FBI plutôt qu'en tenue lambda comme si elle allait faire ses courses ou aller à la cueillette aux champignons.
Donc, tac, voilà, je fait quand même que tout enregistre. Oui, tout est enregistré. Donc, des petites photos. Retour à la ville du désastre et du désespoir. Là, hop, une petite photo de Raccoon City. Raccoon City, une ville ordinaire du Midwest des États-Unis où se trouvait le siège d'une entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale nommée Umbrella. Suite à l'apparition dévastatrice de zombies en 1998, le gouvernement a approuvé une opération de stérilisation, un tir de missile sur la ville dans l'espoir de reprendre le contrôle de la situation, et tout a été très vite étouffé. Voilà, donc là, très résumé, très rapide de Raccoon City, mais dans les grandes lignes, ouais, c'est ça, une ville du Midwest américain. Umbrella a mis beaucoup de pognon dedans pour la faire évoluer, donc voilà, qui sert de siège à l'entreprise en quelque sorte. L'apparition dévastatrice de zombies en 98, c'est bien parce qu'ils visent large, parce qu'en 98, ils disparaissent en septembre, ils comptent également les premiers cas de cannibalisme et tout à partir de mai 98, je pense. Le gouvernement, l'opération de stérilisation, donc, qui a été approuvée par le président, mais qui avait été soumis par exemple par Derek C. Simmons, et parmi les membres, il y avait le sénateur Ron Davis également, un tir de missile au singulier. Donc il redit bien encore une fois que c'est un seul missile. Et ensuite l'histoire a très vite été étouffée, oui, mais avec le procès de Raccoon City en 2003, l'histoire a refait un peu surface et voilà, a été rendue quand même assez publique. Gameplay. Alors là, gameplay, voilà, c'est des choses qui ont été beaucoup dites dans les phases de démo. Je vous mettrai on ira lire après la page de Blizzard France de leur site où ils ont mis à jour ils ont parlé de la démo parce que du coup certaines personnes, dont notamment Carole Quinten qui est l'unique française de ce qu'elle dit, voilà, j'ai envie de la croire également, qui ont pu tester une démo à la Summer Game Fest de Hero 9. Et dans cette démo notamment, il y avait le fait qu'on puisse jouer à la fois à la troisième personne ou à la première personne via le choix dans un menu. Retrouver ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, donc le côté action qui est encore remis là, hein, encore une fois, survival horror, combat, action. Donc voilà, ça remet encore un petit point à ma vidéo que je vous avais fait en vous disant que l'action a toujours fait partie de la licence Resident Evil Biohazard et là, combat. Hein. Des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Alors les 4 piliers du survival horror de base, Capcom nous disait via Hero 7 que c'était combat, peur, exploration et gestion de l'inventaire. Donc gestion de ressources, combat on y retrouve. Enquête et puzzle pour moi c'est de l'exploration. Et du coup le côté peur il est dans la seconde phrase. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre vue à la première et à la troisième personne pour affronter l'horreur, donc la peur, de la façon qui vous convient le mieux. Voilà, donc on a les 4 piliers du survival horror par Capcom qui sont bien dit dans ce petit paragraphe. Voilà, et du coup c'est le Requiem, survival horror, un seul joueur, 27 février 2026. Donc ça c'est tout du coup pour le site officiel de Resident Evil Requiem. Et là pour retour du coup sur les démos. Donc je vous mettrai le lien de l'article en description, je vous montre pas les photos, comme ça si vous voulez les voir en plus gros plan, que vous les avez pas vus, au moins vous allez voir l'article de Blizzard France. Voilà, je me dis on va faire la lecture vite fait de ce qui a été dit, je laisse les photos quand même à aller voir par vous-même sur le site, comme ça vous leur faites une petite visite. Donc l'embargo est levé et les journalistes ont donc pu chacun partager leurs premières impressions. Voici ce que nous avons pu en tirer. Le gameplay se fera au choix à la première personne ou troisième personne selon votre convenance en passant par un menu. Le gameplay à la troisième personne est décrit comme nettement meilleur que celui de Resident Evil Village. Ce qu'il faut savoir pour Resident Evil Village, c'est que le jeu était vraiment pensé pour la première personne en premier plan et du coup la troisième personne c'est via un DLC. Donc voilà, on sent que ça n'a pas été pensé pour la troisième personne mais qu'ils l'ont mis pour tester, voir si les gens étaient plus intéressés ou pas. Donc là, vu que le jeu a été pensé à la fois, et Resident Evil 9 Requiem à la fois pour première et troisième personne, impeccable, ils ont pu préparer le terrain proprement. Grace se réveille dans ce qui est considéré comme un hôtel. L'intérieur ressemble en fait à une clinique avec une structure gothique. On trouve des lits médicaux, du matériel médical et surtout des corps inertes de scientifiques. La démo n'affichait cependant pas beaucoup de contexte. Alors là, j'ai vu des personnes réagir sur certaines photos que je ne vois pas là, mais que ça se passerait dans une... j'ai plus le tweet, je parie que je l'ai enlevé. Ah non, il est peut-être là. Dis-moi qu'il est là, dis-moi qu'il est là. Normalement, je l'avais mis de côté exprès. Ah non, dis-moi pas qu'il faut que je me connecte. Ah... C'est quoi ça? Ah ça, il faut vraiment que je me connecte pour voir des tweets.
Sérieusement? Bon, bah, je pourrais pas vous montrer, mais en gros ça disait que ça se passe dans une curative clinique, un truc comme ça. Je vous mettrai le sous-titre en bas parce que voilà, cet ordinateur j'ai dû le mettre à jour et supprimer et faire un petit nettoyage. Donc je dois m'en connecter et tout ça, mais bref. Donc une clinique curative ou je sais pas quoi, et mon téléphone je sais pas où je l'ai mis pour aller voir rapidement, mais voilà, une clinique curative machin, je vous mettrai le nom en bas qui serait située à Raccoon City. Voilà, j'estime que potentiellement on parle d'hôtel là. Peut-être que l'hôtel est devenu une clinique de test et tout pendant l'épidémie de Raccoon City. Voilà, l'hôtel a peut-être été transvasé en ça, vu que l'hôpital principal, du coup qu'on voit dans Hero 3, on voit que ça a été rapidement le bordel. Voilà, il est possible, je me dis qu'il est possible que l'hôtel a été transformé en clinique curative ou je ne sais plus quoi en plus. La démo du coup n'affichait pas cependant pas beaucoup de contexte. Alors l'ambiance ressemble à celle de Resident Evil 7 et le jeu d'acteur dans la voix de Grace est efficace, on ressent vraiment sa peur. Alors l'ambiance Resident Evil 7 je suis pas très fan parce que j'avoue que Resident Evil 7 je suis pas du tout fan de l'ambiance globale. Après à voir parce que moi ce que je me plaît pas dans l'ambiance globale de Resident Evil 7 c'est les lieux notamment, voilà l'ambiance des lieux c'est tout cracra, tout dégueulasse machin, je trouve que c'est trop facile, alors que là les lieux de ce qu'on avait des photos sont plutôt propres, donc je pense que ça peut me plaire globalement. Voilà, je pense que l'ambiance globale peut me plaire à peu près globalement. Et le jeu d'acteur, donc voilà, ça c'est cool. Grace, la comédienne de doublage qui fait Grace, a l'air tip top. Parmi les objets de soins qu'on peut trouver, il y a une seringue, mais aussi les herbes vertes classiques. Donc ça c'est cool. Les herbes vertes classiques, donc voilà, on retrouve nos herbes classiques des monts Harclay. Je pense que du coup, si on a Raccoon City, ce sera directement celle des monts Harclay. Et la seringue, alors concernant la seringue, bah, ça fait beaucoup penser à Hero 7 et Hero 8. Hero 8 avec Chris où il a la petite seringue Umbrella à s'injecter le remède, et Hero 7 c'est les seringues notamment de stéroïdes et tout, donc voilà, je pense qu'il recycle quelques petites idées par-ci par-là. Pas d'armes dénichées dans la démo, seulement des objets pour distraire d'éventuels poursuivants comme une bouteille vide. Donc ça c'est cool, le détail voilà, de ce que je comprends là, qu'on aura des bouteilles vides qu'on peut choper et balancer pour du coup attirer les ennemis dans un sens inverse, donc qui revient de Révélation 2 notamment. Outbreak j'ai un doute. Outbreak je sais qu'on pouvait lancer des cocktails molotov, mais des bouteilles vides j'ai un doute, c'est pour ça que je préfère pas dire Outbreak, mais voilà, vous me confirmerez ou pas dans les commentaires. Moi ça me rappelle clairement Révélation 2, aller jeter une bouteille pour attirer l'ennemi dans un autre endroit. Et du coup pas d'armes dans la démo, donc du coup beaucoup se sont dit ah ça va faire comme avec Resident Evil, avec Mia dans Resident Evil 7 et Sherry de Resident Evil 2 Remake, où juste il faut se cacher, faut se cacher, c'est un jeu de cache-cache, il faut pas faire de bruit, il faut pas faire machin, faut pas se montrer, tout ça. Les deux parties qui sont très relous, je trouve. Un peu Hero 8 également, avec la maison Beneviento. Des passages qui moi m'intéressent pas du tout. Comme ils le disent, un des piliers du survival horror, c'est quand même le combat, c'est quand même de pouvoir te défendre. Donc te faire traquer et pas pouvoir faire plus pour te défendre ou machin. Là, il y a distraire. Il y a quand même une petite idée de distraction avec les bouteilles. Donc ça, déjà, ça rajoute un petit plus. Mais dans les faits, juste fait jouer à cache-cache, c'est pas mon fun. Voilà, c'est pas mon trip. C'est pas quelque chose qui me plaît. Cependant, je vous montre juste une image parce qu'on l'a vu tout à l'heure. On voit sur cette image-là qu'elle possède une arme et une lampe. Même si dans la démo on voit qu'avec un briquet, je pense que la lampe et l'arme, elle va peut-être la trouver un peu plus tard. Mais voilà, elle aura sûrement une arme au bout d'un moment. On joue quand même un agent du FBI, donc un agent du FBI sait manier une arme, donc j'espère quand même qu'elle aura des armes à feu. Parce que oui, je vous montre l'image là, vous dire, wow, si elle a une arme là, ça va compter. Sauf qu'on se souvient de Infinite Darkness, la série sur Netflix, où Claire Redfield tient une arme sur les images promotionnelles, et la seule arme qu'elle utilise dans la série, c'est une lampe de chevet de l'hôtel, du motel. Voilà. Bref, la progression est assez traditionnelle, trouver des objets clés, lire des documents et résoudre des énigmes, ça c'est cool. Voilà, ça par exemple c'est des trucs que j'aime plutôt bien. Pour résoudre des énigmes ça dépend de la dureté de l'énigme, mais trouver des objets clés, lire des documents, surtout lire des documents, c'est les parties qui m'intéressent le plus personnellement. La clinique est plongée dans la pénombre et seul un briquet vous aidera à illuminer votre environnement.
Ça rejoint le côté que je disais, le côté ambiance et recette, et le côté un peu jeu de cache-cache. C'est que voilà, il va falloir jouer avec les endroits sombres, tout ça pour se cacher. Il faudra sûrement éteindre le briquet si on a des créatures qui passent pas loin pour pas qu'elles nous voient dans le noir. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Voilà, je suis pas, c'est pas mon dada, c'est pas mon délire. Concernant le briquet qu'on va tenir à la main, je vais beaucoup faire le lien que ça rappelle Code Veronica notamment. Je sais que Wiper, lui, il citera Resident Evil 2 sur Game.com, où du coup on avait déjà l'utilité d'un briquet. Je pense qu'il le fera, hein, je pense que voilà, je lui fais un petit big up. Mais voilà, du coup, l'utilisation d'un briquet qu'on pourra se promener avec, beaucoup ont fait le lien avec Code Veronica, ils se disent, voilà, c'est Capcom qui prépare déjà un peu le terrain pour un remake de Code Veronica, où il y aura des phases où on devra se promener avec le briquet pour, si c'est comme dans l'original, pour faire peur aux chauves-souris, notamment. Un monstre vous pourchassera de la même façon qu'un T-103, donc Mister X, j'adore voilà, la petite mention de Bezos France qui nomme bien le tyran T-103 et entre parenthèses Mister X pour ceux qui n'ont pas la notion. Voilà, c'est pour l'accessibilité, ça c'est cool parce que le nom principal c'est le tyran T-103, les tyrans T-103 vu qu'il y en a plusieurs comme on voit dans Resident Evil Survivor et même dans Resident Evil 3 et héros d'original également, on voit qu'il y a plusieurs cuves, mais bref, et du coup petite mention Mister X. Donc la créature est large avec de longs bras et est capable de créer des trous dans le plafond pour vous retrouver. Des indices visuels comme des ampoules qui bougent vous permettront de déterminer si le monstre est tout proche. Une séquence qui rappellera probablement la section effrayante de la maison Beneviento de Resident Evil Village ou Alien Isolation pour ceux qui y ont joué. Donc d'avoir un espèce de stalker, ça c'est leur petit jeu à Capcom depuis Resident Evil 7 j'ai envie de dire, parce que Jack Baker pour moi était un stalker dans tout la demeure principale Baker. Ensuite RE2 Remake, le T-103. RE3 Remake, nous avons le Nemesis. RE8, nous avions Alcina Dimitrescu surtout. Moi je pense surtout à elle en termes de stalker, dans le hall du château, et puis la cour, elle va même dans les souterrains où elle nous coupe le bras, tout ça. Oui, du coup également le bébé de RE8 également, et il y a Sturm un peu aussi dans RE8 qui fait un peu stalk, puisqu'il nous suit en bas, puis après on le retrouve à l'étage, parce que voilà, il nous a, Heisenberg l'a aiguillé vers nous. Et RE4 Remake en termes de stalker, je pourrais dire vite fait Verdugo, là je dirais. Qui c'est qui nous chasse Il y a un passage avec Bitores Mendes, mais bon ça c'est juste un chemin. Ah, il y en a deux, il y en a un avec Ada également. Bitores Mendes à deux moments, il nous fait un stalker, mais dans un chemin un peu assez linéaire quand même. Il est pas en monde ouvert où il peut arriver d'un coup en face ou tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans RE4 Remake là qui me viennent en tête? Ouais, Verdugo, Bitores Mendes. Et sur l'île, on a Martinico avec Ada un peu qui fait stalker. Voilà, pour ceux qui me viennent en tête concernant les quelques stalkers qu'on a dernièrement dans les runs. Donc un personnage est large avec de longs bras et capable de créer des trous dans le plafond pour vous retrouver. Alors les longs bras et la façon dont elle se déplace comme on a vu dans le trailer, ça me rappelle beaucoup Marguerite Baker. Et des trous dans le plafond pour vous retrouver, ça c'est cool. Voilà un petit truc, d'habitude c'est plutôt les murs que les personnages, les créatures pètent pour nous défoncer la tronche. Là ça sort directement le plafond, donc est-ce que du coup ça veut dire, vu que c'est un hôtel sur plusieurs étages, qu'il y aura des étages interdits d'accès où du coup ce sera la créature qui va s'y promener, ou est-ce que par exemple on pourra quand même monter à l'étage où il y a la créature qui aura tenté de nous attaquer au-dessus et on verra les trous du plafond qu'elle aura fait. Très curieux, franchement je suis très curieux de ce qu'ils vont nous faire, comment ils vont nous amener la chose, tout cela. Et du coup des indices visuels comme des ampoules qui bougent pour me permettre de déterminer si le monstre est tout proche, ça c'est cool également. Donc il va falloir faire très attention également au plafond et voir si on voit une ampoule qui bouge, de se dire oula, peut-être, je sais, j'ai pas lu, j'ai pas entendu parler s'il y avait une mécanique de se baisser ou d'esquive. Mais en vrai une mécanique de se baisser ça pourrait être sympa. Ça, la créature qui essaye comme ça d'un coup de plonger ses bras et puis on peut se baisser. Alors soit en format QTE comme dans Hero 5 avec les tentacules de Uroboros Aeri, ou soit aller directement un bouton pour se baisser. S'il y a du côté un peu infiltration cache-cache, je verrais bien un bouton pour se baisser personnellement. Voilà, un petit bouton pour se baisser, pour se cacher derrière des caisses, comme ça, on peut se faire voir par les créatures, et balancer la bouteille par-dessus la caisse. Voilà, je vois bien un peu tout ça. Et voilà, donc du coup c'est tout ce que j'ai à vous dire là pour aujourd'hui, donc en 20 minutes, un peu plus long que ce que j'aurais aimé faire, voilà, on va pas plus en discuter que ça, on en reviendra sûrement en stream prochainement, voilà, n'hésitez pas à suivre le Twitch, je vous mets normalement dans la description mon Linktree où il y a mon Twitch,
parce qu'on fera sûrement des petites soirées pour en discuter, revenir sur ça avec des invités, tout ça. Et on suivra également les prochaines infos, soit en vidéo comme je fais là, ou soit en stream, que je vous mettrai la rediffusion plus tard sur YouTube. Mais voilà, je vous en parle, n'hésitez pas à aller suivre le Twitch, et notamment tous les réseaux sociaux. J'ai mis à jour la petite bannière en bas à gauche, avec tous les réseaux sur lesquels je suis trouvable. Tac, donc on est bien... Tintin... Alors... Petit générique et on passera sur le gros de la vidéo qui sera les réponses aux questions que l'on se pose autour de Resident Evil 9 Requiem. On y go. Une des questions que j'ai beaucoup vu revenir, c'est où est Léon? Alors, pourquoi cette question elle revient beaucoup. C'est quelque chose que je vous dis de faire très attention depuis 2023, c'est faire attention à tout ce qui est les rumeurs. S'il y a des termes sur certains mots, c'est qu'il y a une raison. Des rumeurs, c'est des phrases qui sont dites, voilà, des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas officielles. La présence de Léon dans Resident Evil 9 est actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 12 juin 2025 à 10h58, n'est pas officielle. Ce sont des rumeurs, c'est des personnes qui se disent insiders, qui se disent proches de Capcom, tout ça, qui balancent que Léon sera présent, sauf que officiellement Capcom n'ont jamais dit que Léon sera présent. Voilà, déjà pour commencer cela, on va commencer par voilà, les sujets un peu qui fâchent, ce côté-là, où voilà, de faire très attention à ce que vous lisez sur internet, à ce que vous disent les gens, parce que j'en ai vu plein du coup relayer les choses de Aesthetic Gamer en disant ah mais il a déjà eu des trucs, il a dit des trucs juste par le passé machin, donc faut le croire, il est fiable, tout ça. Oui, il y a des trucs justes, j'avais même fait une vidéo pour en parler il y a peut-être 4 ans, de dire que oui, Aesthetic Gamer a des trucs justes autour des R8, mais il a également dit des choses fausses. Il y a des choses qui s'est planté, autant dans Hero 8, Hero 4 Remake, voilà, il y a plein de choses où il s'est planté, oui, il n'a pas eu, ses sources n'étaient pas bonnes, je sais pas quoi, j'en sais rien, je m'en fiche, mais bref, tout ça pour dire que il faut faire très attention à ce que dit Aesthetic Gamer et ce que vous disent les gens. Si vous voyez marqué Aesthetic Gamer, c'est des rumeurs, ce n'est pas des infos. Il se dit proche de Capcom, c'est probable, jusqu'au jour où il pourra le prouver, pour le moment, ça reste encore une fois des rumeurs, ce qu'il dit, donc voilà. Donc pour débuter, cela. Que je prends mon petit document sous les yeux, parce que je rappelle par exemple qu'il y a encore 1 an et demi, juste avant que voilà, j'arrête le format, temporairement le format Info Remaster et tout ça, que pour lui RE9 ça aurait été la suite directe de Resident Evil 8, qu'il y aurait eu Chris dedans, ensuite voilà, et qu'il y avait Jill, machin, et après il a parlé de Léon et Jill, voilà, il a dit tout et n'importe quoi autour des RE9, et là depuis 1 an, c'est vrai que oui, il s'aiguille un peu à dire ouais, il y aura Léon, il y aura un personnage féminin avec lui, mais ça sera pas Jill, ok, mais bon, par le passé, il a quand même dit qu'il y aura Chris dedans, et pour le moment, actuellement, on ne sait pas si Chris sera dedans ou pas, mais vu que beaucoup s'attendent à Léon, ah, si vous avez suivi toutes les rumeurs d'Aesthetic Gamer, tout le monde s'attendait à Chris de base. Voilà, encore une fois, des choses où qu'il dit où il s'est planté. Donc là, voilà, le petit message prévention. Et du coup, j'en ai vu dire des petites choses, comme par exemple, si à Raccoon City obligé, il y a Léon. Et pourquoi pas Jill? Pourquoi pas Claire? Pourquoi pas Sherry? Pourquoi pas Ada? Pourquoi pas plus globalement les personnes de Break? Même si elle a mention d'Alyssa par exemple. Et pourquoi même pas Chris ou Barry par exemple? Pourquoi Raccoon City égale Léon? Léon, Raccoon City, il ne l'a pas connu. Léon a connu les dernières heures de Raccoon City, il n'a pas connu la ville. Jill y a vécu. Claire rendait visite à son frère qui y vivait, donc Chris. Barry y vivait avec sa famille. Il avait même ses petites habitudes par-ci par-là, aller notamment au Gun Shop Kendo, tout ça. Sherry y a grandi. Techniquement, elle y est née et elle y a grandi. Dans la logique de ce qu'on sait. Ada, bah, c'est un peu pareil que Léon. Même si, vu qu'elle était proche de John Clements, qui du coup était le chercheur en chef du laboratoire Harkley, il est fort probable également que Ada a séjourné 2 ou 3 fois à Raccoon City pendant qu'ils se côtoyaient. Donc voilà, pourquoi dire si Raccoon City obligé à Léon? Non, moi Léon pour moi c'est un des derniers que je penserais à mettre à Raccoon City.
Certes, oui, c'est la ville où il a dû prendre en maturité, où il a été traumatisé, tout ça, ok. Mais est-ce que Jill n'a pas été traumatisé? Est-ce que Claire n'a pas été traumatisé? Est-ce que Sherry n'a pas été traumatisé également? Des persos d'Outbreak également, qui ont sûrement grandi et vécu dans la ville également pour la plupart. Kevin Rayman, voilà, qui était policier, qui voulait être des membres du Stars, tout ça. Donc j'adore Léon, mais il faut arrêter de le placer comme s'il était le seul survivant de Raccoon City. Il y en a eu beaucoup d'autres. Je crois même que certaines estimations disaient qu'il y aurait une centaine de survivants à Raccoon City. Donc voilà, il y en a eu quand même un bon nombre. Perso pour de l'impact, j'aurais plus vu comme Sherry, Jill ou Chris, voire même Claire par exemple, pour un peu plus d'impact. Jill et Chris qui en tant que policiers de Raccoon City, dans du Stars, tout ça, ont dû arpenter les rues de temps en temps et tout. Donc là par exemple, on pourrait dire, elle pourrait se promener et dire ah putain, c'est vrai que cet endroit là on avait arrêté quelqu'un, ou cet endroit là on avait fait une descente, ou voilà un truc comme ça. Chose que Léon ne pourrait pas dire, parce qu'il n'a rien fait à Raccoon City à part visiter la rue principale et aller au RPD. Voilà. Donc cette phrase là personnellement pour moi je trouve pas à part voilà qu'il a été traumatisé avec les événements, il y a pas pour moi il y aurait un plus gros impact à y placer une Jill ou un Chris par exemple à Raccoon City. Pour moi, j'estime. Et ensuite, la deuxième petite mention dans la petite catégorie où est Léon, il y a la voix de Léon, donc il y sera. J'en ai eu plusieurs dire, il y a je crois entendre la voix de Léon à certains timecode du trailer. Alors ça pour moi c'est plus du tout une certitude. Je peux pas me dire j'entends une voix donc c'est le personnage. Pourquoi? Parce que Capcom en tant que bonne société écologique qui recycle tout ce qu'elle peut recycler. Petit voilà c'est petites boutades. Hein. Il y a les comédiens de doublage qui reviennent. Et vous allez dire oui mais restez le 8. Restez le 8. Allez voir les comédiens de doublage de Restez le 8, vous allez en reconnaître plusieurs. La Nicole Tompkins qui fait la voix de Jill dans Hero 3 Remake, elle fait de mémoire 3 personnages dans Resident Evil 8. La voix de Carlos dans Hero 3 Remake devient la voix de Chris dans Hero 8. La voix de Nikolai devient celle d'Eisenberg. Je crois même que la voix d'Evelyn fait la voix de Angie. Donc voilà, il y a Evelyn Hero 7 fait la voix de Angie dans Hero 8. Donc voilà, il y a plusieurs comédiens de doublage qui reviennent faire d'autres voix dans d'autres jeux. Et ça m'étonnerait pas que certains reviennent pour Resident Evil 9 Requiem également. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est pas une bonne... déjà je pense que c'est fait exprès par Capcom de se dire on va reprendre des comédiens de doublage et mettre des petites phrases comme ça les gens ils vont spéculer et ça va être rigolo. Parce que Capcom ne jamais oublier que c'est des gros trolls. Je vous rappelle qu'ils s'amusent à troll avec le visage d'Ethan, hein, à ne pas le montrer exprès parce que ça les fait rire de voir que les gens qui sont frustrés ou que voilà ils cherchent à voir le visage d'Ethan. Juste pour ça ils s'amusent à ne pas le montrer, à toujours le cacher par des mains, des visages, des montres, des bras, des manches, tout ce qui peut cacher le visage d'Ethan ils le cachent exprès. Voilà, donc n'oubliez pas que Capcom sont des gros trolls et qu'ils peuvent vous placer des comédiens de doublage, genre il y en a qui disaient ouais, j'entends la voix de Carlo, j'entends la voix de Jill, alors qu'ils ont peut-être joué des randoms, genre il y en a un, il a peut-être joué peut-être la voix de Carlos et de Chris va peut-être faire la voix du policier qu'on voit se transformer dans le premier trailer. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer. La voix de Jill ou tout ça, ça peut être la voix d'Alyssa, par exemple. Nicole Tompkins peut faire la voix d'Alyssa, Ashcroft. Donc voilà. Ne pas croire que, voilà, parce qu'il y a une voix, c'est le personnage. Donc ça c'est tout pour concernant la question où est Léon. Voilà, donc je vous réponds à la question d'où est Léon. Encore une fois je le redis, vu que c'est des rumeurs et tout, pour le moment on ne peut pas officialiser qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, bien évidemment. Mais selon le premier trailer, pour le moment il n'y a aucune mention d'apparition d'un potentiel Léon par-ci par-là, ou de teasing avec je sais pas, logo DSO, ou sa mèche de cheveux, j'en sais rien, n'importe quoi. Il n'y a rien pour le moment qui nous laisse penser qu'il y aura Léon, sauf les rumeurs d'Aesthetic Gamer et d'autres. Donc attendons d'en voir plus avant de se dire c'est bon Léon est là ou Léon n'est pas là. Voilà, et les deux autres phrases, donc c'est Raccoon City obligé à Léon et il y a la voix de Léon et il y sera, donc voilà. Faire attention également sur ces points là. La deuxième grosse question, c'est qui cette nouvelle fille et qui est Alyssa Ashcroft? Donc la nouvelle fille se nomme Grace Ashford. J'ai pas dit Ashford moi. Si. Je confonds Ashford et Ashcroft. Donc elle se nomme Grace Ashcroft et travaille donc au FBI. Elle est la fille d'Alyssa Ashcroft des Resident Evil Outbreak et elle semble enquêter sur la mort de cette dernière qui aurait des liens avec des victimes retrouvées mortes, tout ça dans un hôtel. Alyssa était une journaliste de Raccoon City travaillant dans diverses presses à l'époque. Elle fut présente lors de l'épidémie de fin septembre et a réussi à s'enfuir de Raccoon City avec d'autres survivants.
D'autres mentions, donc Alyssa Ashcroft a ensuite rédigé des articles et tout pour essayer de dénoncer les actes bioterroristes et notamment on sait qu'en 2016 elle a rédigé un article qui est dans le Duvet qui apparaît notamment dans Resident Evil 7. Voilà. Donc, j'en ai vu dire plusieurs que elle est morte au moment de Resident Evil 7, sauf que Resident Evil 7 se passe à l'été 2017 et le document date de janvier 2016 de mémoire. Donc voilà, elle est morte entre janvier 2016 et les événements de Resident Evil et 8 ans avant les événements de Resident Evil 9 Requiem. Si vous voulez plus d'infos sur Alyssa Ashcroft, je vous mettrai en lien en description la vidéo lore que je vous ai fait sur les archives Resident Evil Biohazard. En attendant d'avoir la page sur le site web d'Alyssa, je vous renverrai vers la vidéo directement. Donc voilà, une petite vidéo je crois de 3-4 minutes et je vous résume tout ce qu'il y a à savoir sur Alyssa Ashcroft. Je l'avais fait il y a quelques années, donc voilà, il y a son âge par exemple qui n'est pas à jour vu que c'est une vidéo. Mais voilà, c'est tourné à l'instant T, vous avez sa date de naissance, vous avez son boulot, tout ce qu'il y a, les petites mentions à avoir autour d'elle. Tout ça pour vous préparer un peu à l'arrivée de sa fille Grace. J'en ai vu dire un perso féminin en principal, c'est nul. Sérieusement. Le personnage principal de ce jeu. Personnage principal de ce jeu. Principal Rebecca Chambers, féminin. Personnage principal de ce jeu. Un des personnages principaux, Jill Valentine. Personnages principaux, et qu'on en parle, de ces deux jeux. Alyssa Ashcroft, Cindy Lennox, Yoko Suzuki, par exemple. Voilà. Personnage principal de ce film. Au centre, Jill Valentine. En secondaire, Rebecca et Claire. Personnage principal de ce jeu, Resident Evil 3 Nemesis, Jill Valentine, une femme. Voilà, bref. Je pourrais en faire toute une liste, hein, toute une liste de jeux là, de livres, de romans, de trucs comme ça, où on a des personnages principaux dans la licence Heroic qui sont des personnages féminins. Donc oui, j'ai vu passer ce genre de remarques. Je pense que c'est sûrement des gens qui sont arrivés là avec dernièrement pour penser comme ça et qui ont fait que les derniers jeux Hero Engine, parce que Hero Engine en personnages féminins principaux pour le moment on a que Hero 3 avec Jill, on a Claire en secondaire principal dans Hero 2. Donc voilà, pour le moment sur 5 jeux ils en ont 2 où il y a vraiment un personnage principal qui est féminin. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont ce pensée là. Mais ouvrez vos chakras et ouvrez-vous à une licence ultra diversifiée, vous verrez qu'il y a autant des personnages masculins et féminins qui sont en personnages principaux des héros. Il y a autant en jeux, films, séries, tout ça, parce que série par exemple on a la série Netflix où les personnages principaux sont Jade et Billy Wesker, deux personnages féminins. Voilà, donc cette phrase là qui est pas top. J'en ai vu dire pourquoi le FBI. Alors je pense que ça doit s'entendre, bien évidemment. Pourquoi le FBI? Déjà, le FBI a déjà été mentionné par le passé. Donc pour commencer dans Resident Evil 2 original, donc le deuxième jeu de la licence, il y avait Chris qui avait contacté le FBI pour qu'ils ouvrent une enquête sur Umbrella et sur Brian Irons. Et on a un document qui nous parle à la fois du coup d'Umbrella et l'agent du FBI qui dit qu'il ne peut pas répondre plus que cela à l'enquête sur Umbrella. Par contre sur Irons, il lui dévoile des choses, notamment qu'Irons avait eu des comportements très inappropriés envers des femmes, notamment dans sa période de lycée, et du coup qu'il fallait quand même garder à l'œil tout ça. Voilà, donc le FBI a déjà été mentionné dans Hero 2 OG. Dans Hero 2 Remake, on a Haddock qui se fait passer pour un membre du FBI qui enquête sur Umbrella et ses actions. Donc je trouve que ça renvoie un peu la balle avec l'idée de Hero 2 original. Dans le comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, donc, qui est un comics qui sert de préquel à la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness, Léon dit avoir eu au moins déjà une mission conjointe avec le FBI. Voilà, donc concernant des attentats à la bombe, il avait eu déjà au moins une enquête avec le FBI au début des années 2000.
Voilà, pour revenir sur la première question, où est Léon et si Léon est vraiment officialisé dans le film, dans le jeu Resident Evil 9 Requiem, bah voilà, Léon en enquête conjointe avec le FBI, c'est déjà arrivé par le passé, et voilà, donc si ça arrive de nouveau dans Resident Evil 9 Requiem, ça sera pas un souci, que voilà, il y a des enquêtes conjointes. Tout cela, et voilà, pour ceux qui se diraient, ouais, mais attendez, on a le BSA, TerraSafe, DSO, pourquoi il y a les organismes comme le FBI qui existent? Savoir que les autres organisations connues irréelles, donc nos organisations à nous, existent également dans l'univers Resident Evil, parce que là, bah, du coup, on cite le FBI, mais par exemple, la CIA, la DEA et tout, ils existent, le SWAT, tout ça, et notamment bah, la CIA est nommée dans Resident Evil Damnation. Parce que bah, Léon est encore une fois en enquête conjointe avec la CIA sur les événements qui se passent en République slave de l'Est, parce que du coup Léon doit retrouver l'épouvantail, donc qui est le nom de code d'un agent de la CIA qui est présent en République slave de l'Est pour enquêter, donc voilà. Et plus globalement, voilà une petite ouverture avec l'univers étendu, mention du FBI également dans d'autres œuvres non canon. Et là par exemple, voilà, j'ai cité celle-là parce que c'est plutôt cool, donc dans les Confidential Reports, donc des jeux mobiles, nous avons le personnage de Naomi McClane qui enquêtait à Raccoon City. J'ai toujours un d'autre, les deux personnages principaux, mais moi c'est Naomi McClane, ouais. Je vais même pas vérifier avant de tourner, j'ai écrit mon truc avec toutes les idées qui me venaient en tête, je me suis fait un gros listing. Voilà, bref. Le point suivant que j'ai vu beaucoup dire, Alyssa n'est pas morte. Alors, là, je vais être nuancé sur ce propos-là. Parce que oui, il est vrai que dans ma première vidéo, je fais je suis quand même un peu dégoûté qu'il fasse revenir Alyssa, mais qu'il la fasse mourir. Et c'est vrai que oui, l'idée de sa mort est à mettre dans la balance de la nuance. Pourquoi? Parce que par le passé, Capcom nous a déjà fait croire à la mort de personnages, mais qu'au final, bah, il ne l'était pas. Le cas le plus connu reste Jill Valentine. Voilà, toute la promo de Resident 5 se basait sur le fait qu'elle soit morte, avec sa tombe, Chris agenouillé, tout ça, le début d'Hero 5. Et une bonne grosse partie d'Hero 5, bah, on croit à la mort de Jill, tout ça. Mais au final, bah, elle est bien vivante, tout cela. Et on a d'autres personnages dans certains jeux voilà, qu'on croit mort à un moment, mais qu'on revoit ensuite. Par exemple, Billy, dans Resident Evil 0, quand il se fait sauter dessus par l'éliminateur et qu'il tombe du téléphérique, la plateforme téléphérique, il tombe, et bah, vu qu'il tombe de ultra haut et qu'on voit tomber dans du noir et tout, on se dit bah merde il est mort, mais qu'on voit que par la suite non. On a Wesker dans Resident 1, voilà, qui se fait quand même embrocher par le tyran, mais qui survit. On a Ada dans Resident 2, en quelque sorte, parce que j'aurais beaucoup dire ouais mais Ada est morte dans Hero 2, tout ça. Genre j'ai envie de dire oui, sauf que à la fin on la voit clairement que c'est elle qui nous balance l'arme, qui nous sert à soit battre le tyran, tout ça. Donc voilà, on avait déjà à l'époque dans Hero 2 le fait qu'elle survive. Donc dire qu'elle est morte dans Hero 2, oui on le croit pendant un court instant, mais même pas 5 minutes après on voit qu'elle est toujours vivante. On a Parker, Quint et Kiss dans Révélation 1. Donc Parker, on voit blessé, puis il tombe dans des flammes. Donc là, bah, Jill, Chris, il pense qu'il est mort à ce moment-là. Bah, nous aussi, on pense qu'il est mort parce qu'on le voit tomber dans des flammes. Sauf qu'on voit par la suite que Raymond le récupère et l'aide à fuir le Queen Zenobia. Quint et Kiss, eh ben, ils sont dans l'aéroport de Valkoinen-Moki. Et il y a un missile qui tombe sur l'aéroport. Donc à ce moment-là, on pense qu'ils sont morts, tout ça. Et en fait, non, on les voit à la fin qu'ils ont réussi à survivre. On a également Moira dans Révélation 2, que Claire, bah, pour elle, elle est morte parce que la tour s'effondre sur elle, mais elle arrive à survivre. Et du coup, pendant 6 mois, bah, on la croit morte, sauf Barry qui du coup se met en quête de la retrouver et arrive à la retrouver. Et on a également, bah, comme le cas avec Jill Valentine, avec Mia Winters dans Hero 8, où les trailers et tout, bah, on voyait Chris la tuer, on voit bah, au début du jeu Chris la tuer, tout le long bah, on pense que c'est Chris qui l'a tué et tout, et c'est au moment où on joue Chris à la fin qu'on apprend que Mia est vivante et qu'en fait c'était Miranda qui s'est transformée en Chris, en Mia. Donc voilà, on a eu ça. Et on pourrait rajouter, voilà, en petites morts de personnages qui ne sont pas morts après. On a le cas de Krauser, voilà, contre Darkseid et RE4 est annoncé comme mort. Et du coup, bah, Léon se rend compte qu'il n'est pas mort dans RE4, mais du coup, il le tue après. On a Addon dans RE6, que Chris déclare morte, alors que techniquement, c'est Carla qui est morte. Mais voilà, on ne sait pas dans les faits si, dans l'idée, c'est resté officiel, est-ce que Chris ait tué Ada Wong, donc du coup qui est Carla, mais que voilà dans les papiers ça reste le nom Ada Wong qui a été tué. Et on a bah, Miranda et Evelyn, donc respectivement dans Hero 8 et Hero 7, qu'on les croit mortes, mais qu'en fait ont réussi à survivre via leur conscience qui se trouve dans le monde des consciences du Megami 7. Donc elles sont mortes, oui, physiquement, mais dans l'idée, leur conscience avait survécu, du coup, dans le monde des consciences de Resident Evil du Megami 7. Donc voilà.
on les pensait mortes, mais on les retrouve vivantes, même si du coup on les termine, on défonce également leur conscience grâce à Rosemary Winters. Et pour terminer, voilà, en lien avec les Ashcroft, la créature étrange serait Alyssa, ou serait Lisa Trevor. Donc déjà le cas d'Alyssa, bah en vrai pourquoi pas. Pour Alyssa, bah, on se rappelle par exemple de Alex Wesker qu'on avait vu se tirer une balle dans la tête dans Révélation 2, mais qu'après on voit que 6 mois plus tard elle est devenue un monstre parce que le Tephobos, au moment où elle allait se tirer la balle dessus, le Tephobos s'est activé en elle parce qu'elle a eu peur et du coup elle a muté en créature. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un délire dans ce genre là, qu'on voit Alyssa mourir et que du coup soit déclarée morte, sauf que son corps ne peut pas être récupéré ou n'est pas récupéré. Et à ce moment-là, il y a une mutation qui se procure en elle et du coup elle deviendra la créature mutante. Mais pour le cas de la théorie comme quoi ça serait Lisa Trevor, parce qu'on entend un bruit de chaîne et les bruits que fait la créature semblent assez similaires à ceux de Lisa Trevor, bah je me dis déjà que ça peut être Alyssa, bien évidemment, les menottes qu'elle a au poignet, parce qu'on voit que la créature a des menottes, qui nous dit que vu qu'on retourne à l'hôtel et à Raccoon City, on n'a pas un groupuscule, je sais pas, les Connections ou un autre groupe, tout ça qui ont fait des expériences sur le corps d'Alyssa, qui du coup, bah voilà, ce qui expliquerait pourquoi les menottes et tout ça, et qui rappellerait le cas de Lisa Trevor. Et du coup pour Lisa Trevor, comme je disais, j'ai beaucoup de mal parce que pour moi Lisa Trevor est morte aux éléments de Hero 1 parce que déjà dans Umbrella Chronicles on voit Wesker, il la met KO et ensuite il lui fait tomber le lustre dessus pour la maintenir au sol, le lustre du hall, donc l'immense lustre qu'il lui fait tomber dessus pour la maintenir au sol le temps que voilà, le manoir explose. Donc dans l'idée elle serait morte pendant l'explosion du manoir. Après voilà, ça serait une super surprise de la revoir. Mais moi je trouverais ça pas logique dans le fait que ça veut dire que comment elle aurait survécu, où elle aurait été, tout ça. Parce que le manoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a explosé le 25 juillet 1998 et les événements de Raccoon se passent en septembre 98. Donc il y a quand même déjà 2 mois d'écart entre temps. Donc déjà je trouvais ça bizarre que Lisa Trevor soit revécue dans les monts Harkley et que personne l'aurait vue ou qu'elle n'aurait pas été menaçante ou attaquer des gens, tout ça, même si les monts Harkley étaient fermés. Voilà, je me dis que avec le temps, tout ça, surtout que le manoir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'explosion du manoir Harkley, il y a eu une bonne grosse dose de forêt qui a brûlé autour. Tout ça, les chiffres exacts, je vous les renverrai via la page lore du manoir Harkley et l'accident du manoir, je vous mettrai en description. De mémoire, je cite les hectares de forêt Harkley qui ont été brûlés. Mais voilà, je me dis qu'il y a plein de trucs qui me font, pour moi, Lisa a pas pu survivre à ces événements-là. Voilà, des cohérences, tout ça, que je trouverais ça bizarre qu'elle ait survécu. Tout ça. Bah, après, voilà, encore une fois, je laisse ouvert parce que voilà, elle aurait pu être récupérée par une unité d'Umbrella qui l'ont enfermée dans des labos de Raccoon. Et l'explosion de Raccoon, elle a pu se libérer, et puis repartir dans la forêt. Et puis voilà, le temps que la forêt soit traitée, machin, elle s'est cachée, elle s'est sauvée, puis elle est retournée vivre dans les ruines de Raccoon. Je sais pas, voilà. Il peut y avoir des choses qui peuvent être expliquées par-ci par-là. Mais voilà, pour moi je la trouverais plus l'idée morte dans l'explosion du manoir, au moins voilà, parce que si elle a survécu à l'explosion du manoir, si elle a survécu à l'explosion de Raccoon, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a quoi qui peut la tuer en fait. Certes elle a reçu un gros cocktail de virus, de transformation génétique, de machin, mais au bout d'un moment faut bien qu'elle crève quoi. Et si on la croise nous, on va être là en mode mais avec qu'est-ce qui peut la tuer si toutes les expériences l'ont pas tuée. La mise à mort en 95 de Lisa Trevor que John Clements a instauré, où il l'a déclarée morte, ne l'a pas tuée non plus. Si toutes les attaques qu'on lui a fait, les sauts dans le vide qu'elle a fait, l'explosion du manoir, le feu qui a pris toutes les hectares de forêt autour du manoir, et ensuite elle est retournée à Raccoon avec le missile thermobarique, avec tous les traitements que le CDC et le gouvernement américain ont sûrement dû faire pour empêcher voilà, tout ce qui a eu virus de se propager, machin et tout, et qu'elle a survécu à tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut la tuer en fait à part l'envoyer dans l'espace en mode Cars dans JoJo's Bizarre Adventure, je vois pas ce qui pourrait la tuer au final. Tac, et le dernier point, voilà, parce qu'on est revenu sur cette question-là de qui est cette nouvelle fille, Alyssa Ashcroft, tout ça, machin. N'hésitez pas, je vous ferai un onglet spécial dans la description avec toutes soit des pages lore du site, soit des vidéos de la YouTube lore du site de Rastel Bayezard pour du coup voilà, vous aider à comprendre certains trucs, certains événements, certains personnages, tout ça. Et là la grosse question, du coup le retour à Raccoon City. Donc pour faire un résumé rapide de Raccoon City, donc je vous en ai fait un via le site.
de Resident 9 Requiem. Voilà, on a un petit résumé déjà de Raccoon City. Mais voilà, une ville du Midwest américain qui a reçu une expansion, une grosse expansion à partir des années 1960 grâce à la création d'Umbrella et qui est venu investir dans la ville, qui possédait plusieurs quartiers. Voilà, il y avait au moins, je crois, 6 quartiers dans Raccoon City. Ça, par exemple, dans sa page lore, je vous le mets, le nom des 6 quartiers qui sont présents. Et notamment, il y a celui de Rhodes Hill. Rhodes Hill, ce serait celui où se situerait la démo de Resident Evil 9 Requiem. Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, ce serait un hôtel, l'hôtel Wrenwood, qui aurait été mis en clinique curative, je ne sais plus quoi, voilà, je vous aurais mis le nom en bas. Et en gros, c'est marqué Rhodes Hills, clinique curative, machin. Et voilà, donc du coup, ça serait dans le quartier de Rhodes Hill que se situeraient les événements de Resident Evil 9 Requiem. Et pour ceux qui se posaient la question, parce que j'en ai vu quand même se poser la question de la destruction de Raccoon City, ça s'est produit le 1er octobre 1990 par un missile thermobarique expérimental envoyé par le gouvernement. Et donc la destruction de Raccoon City a été vue dans Resident Evil 3 et les Outbreak, même si l'Outbreak montre plusieurs missiles, dans les faits c'est un seul missile, parce que comme on lira dans un message plus bas mis par une personne sur le Discord qui a donné son avis un peu sur tout, j'adore son avis, c'est pour ça que j'ai copié-collé et qu'on citera. Mais voilà, du coup, les destructions de Raccoon City a été vues dans Hero 3, autant original que remake, et les Outbreak notamment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en ai vu dire ouais mais la ville a été détruite dans Hero 2 donc c'est pour ça que Léon il doit revenir parce qu'il a vu la ville se faire détruire tout ça. Non, Léon ce qu'il a vu se faire détruire dans Hero 2 c'est le Nest, le laboratoire d'Umbrella, donc dans les sous-sols de Raccoon City. Il n'a pas vu se faire détruire la ville parce que voilà c'est pas la ville qui a été détruite, c'est le Nest. Et les restes du coup de la ville ont été placés en quarantaine, donc sûrement par le CDC. Donc CDC, le contrôle des épidémies, je crois que c'est comme ça qu'on le traduit dans les séries françaises et tout, mais ça a un nom, le CDC. Pour rechercher s'il y a des dangers, notamment on voit ça dans un épilogue de Resident Evil Outbreak, on voit voilà, ils se sont fait une petite tour avec des scientifiques et ils récoltent des échantillons dans les sols de Raccoon City qui ont brûlé tout ça, qui du coup serviront pour tester s'il y a des restes de véracité, de trucs dangers biologiques, tout ça. Et en 2005, on sait dans le journal d'Angela qu'il y a toujours une quarantaine qui est d'actualité et que personne ne peut approcher la zone à partir de, je crois, 100 km ou un truc comme ça. Donc voilà, là, il y a quand même une grosse zone qui a été placée autour de Raccoon City et qui est toujours d'actualité en 2005. Après, ensuite, on ne sait pas. Mais voilà, on sait que au milieu de l'année 2005, c'est toujours d'actualité cette petite zone. Et on apprend également dans le journal d'Angela, si vous t'intéressez, il est disponible sur le site web des archives installées by Biohazard. On apprend également que voilà, chaque septembre d'année, de chaque fin d'année, plus globalement, il y a une petite cérémonie hommage à Raccoon City et aux défunts. Et la grosse question du coup liée à Raccoon City, c'est pourquoi il y a des restes. Pourquoi il y a des restes? Parce que du coup, pour beaucoup déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un missile nucléaire, on va revenir dessus, c'est pas un missile nucléaire comme beaucoup le pensent, et beaucoup de séries, notamment la série Netflix qui le disent et tout, c'est un missile thermobarique expérimental. La mention de missile thermobarique expérimental se fait dès les gatebooks de Biohazard 3, Last Escape, donc SL3 Nemesis, voilà, dans les gatebooks, il y a des questions et tout, et ils en parlent que c'est un missile thermobarique expérimental, donc on va en reparler. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer avec Capcom, une explosion ne veut pas dire forcément tout détruire. Certes, dans les cinématiques, on peut voir que voilà, il y a une grosse explosion, on voit le bâtiment partir en fumée, machin et tout. On le voit voilà, se faire englober dans l'explosion, tout ça. Mais ça ne veut pas dire forcément détruire. Et pourquoi? Parce qu'on a des preuves par-ci par-là, que Capcom, voilà, certes nous disent qu'il y a une grosse explosion qui a détruit toute une place, tout ça, mais qu'au final on a des ruines. Bah, on a par exemple dans Code Veronica, avec Rockford Island. Rockford Island, on a un gros décompte et tout, Claire et Steve ils sont là en mode ah, faut qu'on fuit parce que sinon l'île va exploser, on va mourir dans l'explosion et tout. Et Chris quand elle arrive, on voit qu'il reste quand même beaucoup de lieux encore debout, certes il y a des bâtiments qui sont détruits, mais on voit qu'il y a encore des lieux debout, des couloirs, des salles et tout qui sont intactes, qui n'ont pas subi l'explosion. Donc déjà on a un exemple tout frais comme ça avec Code Veronica. Toujours dans Code Veronica, on a la base antarctique d'Umbrella. À la fin, Chris et Claire se barrent vite et Wesker aussi parce qu'ils se merdent, il y a une grosse autodestruction. Il faut qu'on se barre parce qu'il va plus rien rester, on va être obligé de mourir, machin, tout ça. Et on a Umbrella Corps qui nous met dans les lieux de la base antarctique d'Umbrella. Voilà, la base antarctique d'Umbrella, on leur voit d'Umbrella Corps, alors il reste quasiment plus rien, mais il reste quand même des petits trucs debout par-ci par-là. Le manoir Harkley. Alors le manoir Harkley c'est un peu plus tendu parce que
officiellement, canoniquement, vraiment dans l'univers canon, on n'a pas de mention que le manoir Harclay est toujours debout. Cependant, nous avons les scénaristes qui imaginaient déjà des choses des retours dans les ruines du manoir Harclay, dans les ruines du manoir de Spencer. Voilà pour les deux noms. Déjà dans les premières versions de RE2, voilà, il voulait qu'on retourne dans le manoir Harclay, les ruines du manoir Harclay dans RE2, dans les premières versions. Et on a ensuite les drama albums. Le drama album qui sont retrouvables sur la chaîne YouTube des archives Still by Hazard pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est dans le Doom and Raccoon City volume 1. On a Anita et sa fille Jane qui vont se promener dans les monts Harclay et qui tombent sur les ruines du manoir et du coup qui vont se cacher dedans pour se protéger de la pluie. Donc déjà ça vont se cacher dedans pour se protéger de la pluie, c'est qu'il y a un minimum de toit toujours debout. Elles disent qu'il y a des murs, que certes ça résonne parce que c'est vide, il y a des murs pétés, il n'y a plus de vitres, quasiment plus de vitres, tout ça. Mais voilà, le manoir Harclay, dans les scénaristes qui ont rédigé les drama albums, tout ça, imaginez déjà qu'il reste des ruines. On a également par exemple l'Annabelle de Restel 7. Donc l'Annabelle c'est le pétrolier, le gros bateau où il y a Evelyn qui a été transférée dessus. On voit qu'il est brûlé de l'intérieur, qu'il se fait exploser, qu'il se fait casser en deux et tout. Pourtant, quand on revient 3 ans après, donc quand même 3 ans après avec Mia, on voit qu'il reste des couloirs. Alors certes, ça a l'air tout brûlé à l'intérieur, tout machin, mais il reste quand même des couloirs intacts, des couloirs où on peut se promener, voilà, des zones où c'est pas tout troué, c'est pas tout machiné, tout ça, avec le temps, tout ça. Et Raccoon City, voilà, petite mention encore une fois avec les drama albums. On a le drama album sur Sherry, qui est également trouvable sur la chaîne YouTube Les Archives Still by Hazard. Le drama album sur Sherry qui, qui se passe 2-3 jours après la destruction de Raccoon City. On a les personnages de Alan et Meg qui se rendent du coup à Raccoon City, qui contournent parce qu'ils disent quand même qu'il y a plein de soldats qui surveillent les entrées, les accès, tout ça, à Raccoon City, tout ça, qui font un périmètre de quarantaine et tout. Mais ils arrivent, il y a un petit chemin simulé dans les monts Harclay, tout ça, à atteindre Raccoon City. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils voient, vu qu'ils arrivent à la périphérie de la ville, donc les parties extérieures de la ville, et pas quasiment au centre où a pété le missile, ils aperçoivent que des bâtiments encore debout mais toujours en flammes. Ils voient que c'est tout en train de brûler de partout, les bâtiments en flammes, tout ça, et qu'il y a également quelques créatures qui ont réussi à survivre, mais qui sont en train de brûler, et qu'il y a des membres du CDC et du gouvernement, tout ça, qui sont là en train de brûler les lieux. Voilà, encore une fois, les drama albums ne sont pas comptés comme canon, mais pour vous dire que voilà, les scénaristes avaient également pensé à l'époque que Raccoon City, il y avait des restes qui étaient toujours intacts, surtout au niveau périphérie. Tac, et pour revenir pour le cas de Raccoon City, encore une fois c'est une bombe thermobarique expérimentale, donc j'ai été me renseigner un peu sur le délire de ce que c'est les délires de thermobarique, tout ça, et je vous ai récupéré sur le wiki, je vous mettrai le lien de la page complète du wiki sur ce que c'est les missiles thermobariques, et il y a un petit onglet qui s'appelle effets et situations d'utilisation. Depuis les années 2000, on les utilise comme armes tactiques de bas niveau. Donc bas niveau déjà, ça laisse présager, voilà, à section et groupe de combat, et elle remplace les lance-flammes. Voilà, donc en gros, les bombes thermobariques, c'est surtout des flammes. Montées sur un lance-roquette, elles permettent notamment par un tir à l'entrée d'un abri, donc par exemple un bunker, tout ça, mais aussi d'un bâtiment ou de fortification, de tuer des hommes, même loin en profondeur. Grâce aux 2 explosions induisant la suppression puis la dépression successive dont l'effet est particulièrement favorisé par des espaces clos. Elles sont efficaces contre des abris défendus par des sacs de sable ou des individus équipés de gilets pare-balles, ou encore contre des personnes abritées dans des véhicules blindés. Par ailleurs, les armées américaines envisagent l'utilisation d'armes thermobariques pour la destruction de bâtiments de production ou de stockage d'armes NRBC, tout en retenant les substances NRBC à l'intérieur des bâtiments ou en les détruisant par la chaleur. Voilà, le délire de trucs thermobariques, en gros, c'est que il y a une première explosion, certes, qui du coup a fait ce qu'on a vu, le cratère à Raccoon City, mais ensuite c'est surtout une déflagration de flammes qui du coup va s'insérer dans les moindres interstices, les moindres trous, tout ce qui peut s'insérer. Voilà, les flammes vont prendre tout ce qui est les bâtiments, tout ce qui est les égouts, tout ce qui est les souterrains, tout ce qui est qui va s'insérer. Autant que les flammes puissent partir, voilà, au maximum où les flammes peuvent se disperser, elles vont se disperser et tout englober. Et le but, voilà, c'est une ultra chaleur pour détruire tout ce qui peut être détruisible. Donc sûrement tout ce qui est fenêtres, tout ça. Et
encore une fois, pour citer avec du coup le drame album, bah, ce qui est en gros le plus éloigné de l'impact de là où il y a eu la bombe qui a pété, donc là où il y a le cratère, bah, plus on s'éloigne, plus les flammes vont s'amenuiser, du coup on va être moins actifs et vont moins toucher. C'est pour ça qu'à la périphérie, ils avaient pensé les scénaristes à l'époque, qu'à la périphérie les bâtiments seraient toujours debout et que même des zombies auraient pu survivre en partie dedans. Pourquoi? Parce que voilà, les flammes, on les auront touchées mais n'auront pas pu s'insérer de partout. Voilà, donc ce qui peut expliquer pourquoi il y a des créatures qui auraient survécu à Raccoon City, pourquoi le CDC a tout foutu en quarantaine et inspectait le moindre centimètre de la ville. Tac 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 tac. Et n'hésitez, encore une fois, voilà, je le répète avant de passer à la citation de Gemini. Encore une fois, n'oubliez pas le petit bonus que Capcom a rajouté derrière Missile Thermite expérimental du gouvernement américain. Expérimental, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie avec, parce qu'ils diront ah bah on a dit que c'était expérimental, donc voilà c'était juste un test, voilà c'était pas un missile qu'on connaît nous dans la vraie vie, tout ça, donc voilà il y a des petits effets en plus qui sont prévus, machin, voilà. N'oubliez pas cette petite mention expérimentale à côté de missile thermobarique. Donc la phrase, voilà, le petit retour de Gemini que j'ai trouvé ultra intéressant qu'il nous a fait sur le Discord des archives Resident Evil Biohazard. Donc voilà, je vais vous lire son gros pavé qu'il nous a fait. Et qui résume des parties que moi j'avais commencé à écrire, parce que j'ai écrit ça il y a quand même quelques jours. J'avais commencé à écrire cette vidéo là pour répondre aux questions. Ce qu'il y a c'est qu'entre le déménagement, le boulot, et puis j'espérais avoir une série un peu plus en état de pouvoir tourner des trucs. Et vu que je vois c'est pas encore le cas, bon, voilà, je préfère tourner ces vidéos là aujourd'hui. Donc voilà, la phrase de Gemini, son petit pavé. Canoniquement, il faut partir du principe qu'un seul missile a touché la ville de Raccoon. Seul Outbreak présente dans ses cinématiques de multiples missiles. S'agit-il d'une simple erreur ou bien d'une volonté consciente de renforcer l'aspect dramatique de la destruction de Raccoon City? Étant donné qu'il n'existe pas de pluriel à proprement parler en japonais, j'ai toujours émis l'hypothèse qu'il y ait pu avoir confusion dans les instructions, le personnel dirigeant les cinématiques ne travaillant pas nécessairement sur les scénarios. Difficile de déterminer pourquoi cette présence de nombreux missiles et aucun développeur scénariste ne s'est exprimé sur cette anomalie jusqu'ici. Les storyboards de Dégénération affichaient également plusieurs missiles pour la destruction, mais le film n'en dévoile finalement qu'un seul, conformément à ce que présentait dans Bio 3, donc Resident 3. Certainement parce que Kawamura a été consulté pour ce film. Donc voilà, Kawamura était consulté pour Dégénération, donc c'est sûrement lui qui a dit, voilà, c'est un seul missile qui a frappé Raccoon. Et du coup, ne pas prendre exemple sur les Outbreak, qui étaient à l'époque les derniers jeux traitant de Raccoon City qui sont sortis pendant le développement de Dégénération. De nombreuses personnes sont perplexes de constater que Raccoon City n'est pas réduite à un énorme tas de cendres, et ça peut se comprendre tant les cinématiques semblent faire apparaître les choses ainsi, en particulier l'épilogue d'Outbreak, que je vous parlais, avec on voit le gros cratère, on voit la tour au centre, avec des chercheurs, tout ça qui travaillent dans les restes de Raccoon City. Néanmoins, c'est une constante dans la série qu'il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre les représentations visuelles offertes par les jeux. D'autant qu'un même événement est souvent mis en scène différemment d'un épisode à l'autre. Donc là par exemple, il évoque, qu'est-ce qu'il peut évoquer par le fait que, c'est quoi la phrase exacte, d'autant qu'un même événement est souvent mis en scène différemment d'un épisode à un autre. Bah voilà, par exemple le cas, la destruction de Raccoon City, où on voit dans Hero 3 un missile qui pète, dans les Outbreaks c'en est plusieurs, Dégénération c'est également un seul, mais voilà, on voit les aspects différents, on voit les visions différentes, on voit qu'Hero 3 Remake également c'est différent, que Umbrella Chronicles a fait apparaître ça différemment, voilà, c'est pas... Le missile par exemple ne pète pas forcément au même endroit, tout ça, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte. Et la manière de présenter les choses n'est cependant pas toujours conforme à la réalité canonique des faits. Voilà, Capcom laisse assez des portes ouvertes et assez peu de descriptions à certains trucs pour se laisser des trucs ouverts. Je reciterai une phrase qui sortait souvent, c'est l'œuvre suivante dicte le canon. Voilà, l'œuvre suivante dicte le canon. Donc si une œuvre a cité un truc, techniquement ça devient canon, sauf que si une œuvre ensuite dit bah non en fait ça s'est passé différemment, bah voilà ça s'appelle un retcon, rétro-continuité, un truc dans ce genre là, je sais plus le terme exact, je vous avoue que je suis un peu claqué. Mais voilà, je vous en parle tout dans les vidéos sur le canon, semi-canon que je vous ai fait sur la chaîne Ange Calo, et qu'on retravaillera prochainement ensemble. Mais bref, voilà, et il y a les retcons également, qui sont là pour du coup corriger des choses qui scénaristiquement emmerdent Capcom par exemple, et que du coup vont changer pour leur faciliter eux et leur scénario. Donc là, voilà, le fait que Raccoon City ait un cratère et qu'ensuite, à l'extérieur de la ville, ça soit des bâtiments toujours là. Certes, ils avaient ça dans les scénarios à l'époque, mais voilà, maintenant
canoniquement, Restel 9 Requiem instaure ce fait-là, donc voilà, Raccoon City, c'est ce fait-là qui va être à prendre en compte maintenant. Sur le sujet des explosions, il y a d'ailleurs des précédents, qu'il s'agisse du manoir Darkleigh n'ayant pas été complètement réduit en miettes, ou bien la base antarctique des Ashford, toujours explorable dans Umbrella Corps, par exemple. Et ce, en dépit de ce que peuvent montrer les cinématiques d'autodestruction. La même logique s'applique donc ici pour Raccoon City. Ce choix est plus réaliste en fin de compte, et il ne faut pas surestimer la capacité de destruction d'une bombe. Certes, tout ce qui va se situer au point d'impact sera vaporisé, mais plus on s'en éloigne, et moins il y aura de destruction. Ce qui compte n'étant pas simplement le souffle de l'explosion, mais surtout la combustion instantanée de tout l'oxygène de la zone, qui brûle et asphyxie tout l'environnement ainsi que les êtres présents. Donc ça c'est ce que je vous racontais, voilà, que j'avais quand même lancé à écrire également, donc c'est cool de voir que voilà, il y a quelqu'un qui a les mêmes sens de réflexion que j'ai également. C'est que certes t'as bon qui fait pouf, donc t'as le cratère, sauf que bah techniquement faut voir ça comme des triangles. Certes on a les triangles au niveau de l'explosion qui sont très hauts, mais qui vont s'amenuer en fonction de si on s'éloigne. Et au bout d'un moment il y a rien quoi. Parce que sinon si l'explosion continuerait à l'infini, bah c'est tout le monde qui aurait cramé ensemble. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vous cite également ce qu'il dit, parce que ça vous donne une autre façon de le dire. La finité reste la même, et les pilotes d'Outbreak jouaient déjà sur l'idée que des mutants auraient pu survivre malgré tout à l'explosion de la ville. A voir si Bio9 développera cette perspective. Voilà, il laisse l'idée ouverte que je vous ai également évoquée, que bah, vu qu'à l'extérieur de la ville, bah, voilà, l'explosion s'est amoindrie, et que du coup, bah, certes, ça a peut-être brûlé des parties, tout ça, mais ça n'a pas été non plus l'effet escompté comme il y a eu au centre de l'explosion, où là, vraiment, il n'y a rien qui a survécu. Les pilotes d'Outbreak laissent penser voilà, qu'il y aurait potentiellement des choses qui auraient survécu, et bah, voilà, qui auraient pu muter, tout ça. On a vu notamment dans Umbrella Corps que la base antarctique d'Umbrella, on a des zombies mutants. Voilà, on a des zombies dans Umbrella Corps qui ont muté, qui s'appellent bah, du coup les zombies mutants et qui ressemblent un peu à des Bloodshot de Hero 6. Voilà, ils sont sans peau, assez mutés, avec une grosse bouche, avec des grandes dents pointues, tout ça. Voilà, les zombies mutants. Donc voilà tout ce qui est la phrase de Gemini, voilà, qui nous a dit sur le Discord des archives Aerobio, que je trouve très pertinent, que je voulais vous dire, pour vous donner un deuxième avis qui ressemble un peu à ce que je vous annonce dans mon texte. Je rajouterais du coup qu'il cite également Umbrella Corps avec la base antarctique d'Umbrella, que je vous ai cité également de mon côté, qui est en ruine. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jeu Umbrella Corps nous montre également un hall du RPD qui est dans un état délabré, assez similaire à ce qu'on voit dans le trailer de Hero 9. Donc du coup on aurait déjà visité cette Raccoon City qui n'aurait pas été complètement détruite, et surtout bah, le RPD complètement détruit, via Umbrella Corps, qui est sorti en 2016, qui est sorti il y a 10 ans. Voilà, on a eu Umbrella Corps qui semblait déjà nous teaser que le hall du RPD n'aurait pas été détruit complètement. Voilà, et ça à l'époque, ça n'avait pas dérangé beaucoup de monde. Déjà pourquoi? Parce que bah, pas beaucoup de gens ont fait Umbrella Corps. Pourquoi? Parce que bah, déjà chez nous il s'appelle pas Resident Evil Umbrella Corps, donc beaucoup l'ont mis de côté. Et en plus bah, c'est un style de jeu assez spécial parce que voilà, comme beaucoup l'ont dit, ça ressemble plutôt à du Call of. Où on joue un personnage en vue première personne qui doit remplir des objectifs, des captures de drapeaux, des récupérations de fioles, des trucs comme ça. Voilà, des petites missions par-ci par-là pour tester dans le mode expérience, c'est pour tester du matériel. Et les modes multijoueurs qui sont également du coup canon, c'est pour tester voilà, en équipe comment ça fonctionne, face à d'autres personnes, comment les points faibles, les points forts voilà, de ces équipements qu'on a testé dans le mode expérience. Et je vous rappelle du coup que le jeu Umbrella Corps qui est disponible sur PS4 et Steam est bien canon à la licence. Déjà c'est le jeu des 20 ans et qu'en plus des liens sont faits avec Umbrella Corps dans le manga Heavenly Island qui est lui également canon. Voilà, il y a des liens, notamment on voit une unité de mercenaires qui utilise les équipements de Umbrella Corps. Voilà, donc ne pas prendre assez de loin les éléments d'Umbrella Corps. Et encore une fois, je vous rappelle que voilà, beaucoup disaient ah c'est enfin le retour à Raccoon City, on n'y a jamais été avant. Umbrella Corps nous faisait le retour à Raccoon City en 2016 via bah, du coup la présence du hall tout délabré. Il y a également, alors, mais ça je pense que c'est plus une retranscription, une recréation d'un univers à Raccoon City, parce qu'on a la devanture du RPD avec 2 ou 3 rues et le Kendo Gun Shop posé juste à côté du RPD, sauf que dans les faits si tu pas là, dans les faits canoniques et tout, donc du coup c'est pas logique. Donc je pense que c'est plus une recréation de l'extérieur de Raccoon, à l'époque Raccoon, pour du coup mettre en
en tête les mercenaires, voilà, ce qu'ont vécu les membres de l'UBCS, de l'USS, la police de Raccoon, voilà, de se dire, voilà, il y a des zombies qui pouvaient popper par là, voir avec les événements avec la pluie, tout ça. Voilà, j'imagine bien ce truc-là, un peu dans le délire de Rétribution, le film d'Anderson, où on avait des biomes, créés par Umbrella qui du coup testaient des virus et tout ça dedans, mais qui du coup étaient des biomes qui reprenaient des rues qui existaient irréelles, avec un faux ciel, tout ça. Voilà, sachant que, voilà, ce qui me dire ouais mais ça n'a rien à voir machin, les films d'Anderson ont inspiré les films, les jeux, et même la licence globalement Resident Evil. On a déjà le fait que dès Resident Evil 4 original et Umbrella Corps, on a des événements des premiers films d'Anderson, avec le couloir laser, on a dans Umbrella Corps Chronicles, dans un écran, on a l'apparition du Hive, la map du Hive du premier Resident Evil, donc voilà, des petits liens qui sont faits par-ci par-là, et là quand on voit le cratère et qu'on voit, j'ai vu quelqu'un en parler également, qu'on voit un personnage se faire étouffer via un sac en plastique transparent par une personne, tout ça rappelle le chapitre final, donc le dernier film d'Anderson, où on voit du coup que Raccoon City a bien survécu. Il y a certes un cratère, un gros cratère au centre de la ville, mais que les bâtiments autour, il y en a encore qui tiennent debout et que des survivants sont venus se réfugier dedans, et le fait qu'il y a Wesker qui étouffe Marcus avec un sac en plastique transparent également. Voilà, pour les deux petits liens qu'on a fait déjà pour le moment, et ça m'étonnerait pas qu'ils s'inspiraient un peu du délire dans les ruines et tout de Raccoon City, et même des ruines de Washington, tout ça, pour du coup s'inspirer également. Voilà. Donc pour terminer avec une ouverture à de prochaines vidéos, le synopsis nous dit « Cette affaire permettra de lever le voile sur toute la vérité au sujet du désastre biologique de Raccoon City qui a ébranlé le monde entier. » Donc une des questions qu'on peut se poser c'est « Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore ?» Parce qu'on sait déjà que la cause de l'épidémie de Raccoon City, c'est le fait que déjà William Birkin avait relâché des créatures dans les égouts parce qu'il savait que l'USS allait arriver. Donc déjà, il y a pu avoir des premières contaminations au virus T, et le cas de l'eau contaminée au virus T qui est également à cette période-là à peu près, donc voilà, à l'été 98. On a ensuite l'USS qui a réussi à récupérer la mallette avec les fioles de virus T et virus G, mais les fioles ont pété au sol, des rats les ont récupérés, en ont bouffé et ont contaminé du coup la ville ensuite comme ça, donc soit en mordant des gens, ou soit techniquement urinant dans les eaux qui a continué d'être contaminé. Donc déjà, c'est la cause, et la cause de destruction de Raccoon, on sait également que c'est le gouvernement américain avec l'opération stérilisation qui a été, où ont notamment été impliqués Derek C. Simmons et le sénateur Ron Davis, et voilà, qui a fait péter le missile. Voilà. Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on ne sait pas encore que Hero 9 pourrait nous apprendre. Donc là, on a discuté vite fait sur Twitter, juste avant que je tourne cette vidéo là, avec notamment... Ah, j'ai plus son nom. Ah, Alzheimer, bref, je mettrai son nom en bas si j'y pense, et avec Raptaria également, et on se disait, voilà, peut-être qu'il y a seule chose qui peut nous faire à la rigueur, c'est d'essayer de créer des liens avec les événements de Resident Evil 7 et 8, avec, je sais pas, les connections, avec des faits non su par Umbrella, mais que la nouvelle Umbrella sait, et vu qu'on sait que la nouvelle Umbrella a été à cette Raccoon City là pour faire des tests de ses équipements avec le hall du RPD délabré, on peut se dire voilà, qu'ils ont pu tenter d'autres choses, reprendre des expériences, tout ça dans les ruines de Raccoon, on ne sait pas. Voilà, il y a plein de choses par-ci par-là que on a évoquées. Donc on avait les connections avec du coup la présence du créateur qui est Brandon Bailey, qui du coup connaissait quand même un minimum Raccoon City à l'époque, vu qu'il savait que James Marcus avait travaillé là-bas avec le centre de formation Harkley, voilà, qui aurait pu avoir un petit lien avec les éléments de RE8 d'un moyen ou d'un autre, on ne sait pas. Voilà. On a essayé d'ouvrir des portes pour essayer de faire des liens avec RE7 et 8, avec la nouvelle Umbrella et du coup Brandon Bailey. Cependant, voilà, on n'en sait pas plus, donc ça voilà, ça restera une question ouverte celle-ci, qu'on va garder pour potentiellement, si on a de nouveaux trailers ou des interviews qui commencent à évoquer des pistes, qu'on rediscutera à l'avenir. Voilà. Donc c'est tout pour cette longue vidéo, encore une fois d'une heure. J'aurais aimé faire un truc un peu plus court, mais voilà, j'ai pas trop le choix, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à discuter. Donc je vous remercie d'avoir cette vidéo là. On se retrouve prochainement en stream sur Twitch. Donc voilà, si vous voulez venir discuter RE9, n'hésitez pas, parce qu'il y aura des sujets ouverts, vu qu'on bossera le site web des archives Resident Evil Biohazard, ou qu'on fera sûrement des streams et discussions à vie RE9, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre.
On fera, les rediffusions seront mises sur le YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner également sur le YouTube pour voir les rediffs de ce qui s'est dit, de ce qu'on discute, tout ça. Et n'hésitez pas à suivre également du coup les archives Style Biohazard, donc le projet du site web et de la chaîne YouTube, qu'on évoquera également sur le Twitch, c'est bien entendu, où on travaille sur la licence, voilà, donc comme je vous le disais, si vous voulez en apprendre plus sur Alice Ashcroft, sur Raccoon City, tout ça, on a fait soit des pages lore, soit des vidéos lore pour en parler, donc je vous invite, tout ce qui est virus T, tout ça, à vous renseigner également, voilà, sur nos contenus. Si j'ai pas de bêtises, je vous ai mis en description le Linktree à la fois de Ange Calo et à la fois des archives Resident Biohazard, comme ça vous avez tous les liens via les Linktree qui sont accessibles ultra rapidement si vous voulez suivre tel projet ou tel projet, le ninana. Voilà, donc je vous remercie encore d'avoir cette vidéo là, surtout pour du prochain contenu très prochainement sur la chaîne YouTube. Dès que j'ai terminé la save room, je vous ferai un room tour. Je vous ferai un nouveau générique, tout ça, et on pourra reprendre les vidéos, notamment les infos et rumeurs sur RE, des petites vidéos par-ci par-là, discussions RE, tout ça, et même si beaucoup va se faire sur Twitch, voilà, j'oublie pas la chaîne YouTube, j'oublie pas la chaîne pour YouTube pour autant. Des bisous, bonne journée, bonne soirée, et si vous aimez bien la licence Robio, n'hésitez pas à me soutenir, à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitch, à la fois sur les archives Style Biohazard, le projet de l'équipe, tout ça. Ça sera avec grand plaisir, voilà, d'avoir du soutien, tout ça, pour essayer de se faire, voilà, de mettre un peu en avant le travail que l'on fait tous ensemble. Ciao tout le monde!